Un homme monte à bord d'un avion avec une fausse identité, une mallette remplie de câbles et une exigence audacieuse qui va paralyser les autorités pendant plus d'un demi-siècle. D.B. Cooper est devenu le fantôme que l'Amérique n'a jamais pu attraper. Pendant 54 ans, son identité est restée l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire moderne. Les théories du complot se sont multipliées, les pistes se sont évaporées, et personne, absolument personne, ne savait qui il était vraiment. Jusqu'à maintenant. Après plus de 5 décennies de silence, la véritable identité de D.B. Cooper vient d'être révélée. Comment a-t-il été retrouvé? Quelles vérités vont enfin sortir de l'ombre? Et surtout, comment un seul homme a-t-il réussi à déjouer le FBI pendant tout ce temps? Mais avant de plonger dans cette révélation explosive, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucune enquête exclusive sur les plus grandes énigmes de notre époque. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre perception de cette légende américaine. C'était la veille de Thanksgiving, 1971. L'aéroport grouillait de voyageurs pressés de rentrer chez eux pour les fêtes. Le vol 305 n'était qu'une liaison courte et banale entre Portland et Seattle. Rien de spécial, rien d'extraordinaire. 30 minutes dans les airs et tout le monde serait à destination. Mais quelque part entre la rangée 18 et le cockpit, un homme en costume sombre, cravate à clip et lunettes de soleil, s'apprêtait à transformer ce vol ordinaire en l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire américaine. Il s'était présenté sous le nom de Dan Cooper, un type ordinaire dans une file ordinaire pour un vol ordinaire, sauf qu'il n'était pas ordinaire du tout. Le vol 305, un Boeing 727 exploité par Northwest Orient Airlines, n'était censé rester en l'air que 30 minutes, pas une minute de plus. Mais à mi-chemin de ce court trajet, quelque chose s'est produit que personne à bord n'aurait pu prévoir. Cooper, calme comme un lac gelé, a passé une note manuscrite à l'hôtesse de l'air. Elle a souri poliment, pensant que c'était juste un autre passager solitaire qui lui donnait son numéro. Elle l'a glissé dans sa poche sans y prêter attention. C'est à ce moment-là que Cooper s'est penché vers elle et a murmuré quelque chose qui allait changer l'histoire de l'aviation américaine pour toujours. « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. » Elle s'est figée. Le sang s'est retiré de son visage. Dans la note, Cooper avait énoncé ses exigences avec une clarté glaciale. 200 000 $ en billets de 20 $, 4 parachutes et un camion de ravitaillement en carburant qui l'attendrait sur la piste à Seattle. Et si ces demandes n'étaient pas satisfaites, il ferait exploser tout l'avion. Il ne semblait pas bluffé. Lorsque l'hôtesse a hésité, Cooper a entrouvert sa mallette juste assez pour révéler ce qui ressemblait à des bâtons de dynamite reliés à un bloc batterie par des fils. L'hôtesse de l'air, malgré la terreur qui lui serrait la gorge, a gardé son calme. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers le cockpit comme si elle effectuait simplement ses rondes habituelles. Elle s'est glissée à l'intérieur et a informé le pilote, William Scott, qui a immédiatement alerté le copilote et l'ingénieur de vol. À ce moment-là, personne ne savait à qui ils avaient affaire. Était-ce un ancien militaire? La bombe était-elle réelle? S'agissait-il d'une sorte de coup politique? Le pilote a immédiatement envoyé un code de détournement au contrôle aérien. Cela a déclenché des alarmes au sol. En quelques minutes, le FBI était notifié. C'était désormais une affaire fédérale. Au moment où le vol 305 a atterri à Seattle, le FBI s'est mobilisé. Les passagers ont été débarqués en toute sécurité, totalement inconscients qu'ils venaient de faire partie de ce qui allait devenir le détournement le plus légendaire de l'histoire américaine. L'argent a été livré, les parachutes remis, et avec seulement un équipage squelettique à bord, l'avion a redécollé sous les instructions de Cooper, direction le sud, vers le Mexique. Puis, quelque part au-dessus des forêts denses de l'État de Washington, alors que la pluie fouettait l'appareil et que les vents hurlaient à 320 km/h, D.B. Cooper a ouvert l'escalier arrière du jet à 20 heures. Et comme ça, il a disparu. Un instant, D.B. Cooper était au siège 18C. L'instant d'après, il tombait à travers 3000 mètres de ciel noir comme de l'encre, avec un sac rempli d'argent attaché à sa poitrine, et rien que la nuit pour l'attraper. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de sauter, il avait laissé derrière lui sa cravate à clip qu'il avait retirée. Un indice minuscule, un détail apparemment insignifiant, mais qui allait devenir crucial des décennies plus tard. L'équipage a atterri l'avion à Reno les mains vides. Cooper avait sauté quelque part au-dessus des forêts denses de pins près de la rivière Washougal dans le sud-ouest du Washington. Et le FBI n'avait aucune idée de par où il devait commencer. Dès le lendemain matin, la chasse était lancée. Centaines d'agents, des policiers d'État, des parachutistes, des hélicoptères, des chiens de recherche.
Ils ont ratissé chaque centimètre de forêt qu'ils pouvaient trouver. Ils ont fouillé les berges des rivières et les petites villes, mais il n'y avait la moindre empreinte de botte, pas un bout de tissu, pas même une brindille craquée qu'ils pourraient relier à lui. C'était comme si l'homme s'était dissous dans les arbres. Et pour aggraver les choses, les médias ont commis une erreur cruciale avec son nom. Le nom sur son billet d'embarquement était Dan Cooper. Mais quand l'histoire a fait le tour des médias, il y a eu une confusion avec l'alias du pirate de l'air. Et comme ça, Dan est devenu DB et DB Cooper est resté gravé dans la mémoire collective. Le FBI a suivi chaque piste qu'il recevait. Plus d'1 000 suspects ont été interrogés. Un homme a même avoué à son lit de mort, mais il s'est avéré qu'il était seul et cherchait de l'attention. Aucun des ADN collectés, aucun des échantillons d'écriture manuscrite, et même pas les billets de la rançon n'ont conduit à des pistes solides. Enfin, presque aucune. Après 9 ans, alors que le drame s'était quelque peu calmé, un garçon de 8 ans campant avec sa famille a trouvé quelque chose d'étrange enfoui dans le sable le long de la rivière Columbia. C'étaient 3 liasses de billets de 20 $, pourris et abîmés par le soleil, mais toujours attachés par des élastiques. Ils ont trouvé ça bizarre et ont alerté la police. Après une série d'investigations, le FBI est entré dans l'affaire et a confirmé que les numéros de série sur les billets correspondaient parfaitement à ceux empaquetés dans le sac du type qu'ils avaient douloureusement cherché. C'était une piste, et c'était probablement suffisant pour rouvrir le dossier. C'était le premier et unique indice physique que Cooper avait laissé derrière lui, et cela soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Est-il mort lors de la chute et l'argent a-t-il été emporté en aval, ou l'a-t-il planté là juste pour se moquer des fédéraux? Le FBI, toujours persistant, a relancé l'enquête. Les équipes ont fouillé la zone de Tennabar, des plongeurs ont sondé la rivière Columbia et des analystes médico-légaux ont examiné l'argent à la recherche d'indices. Mais après tout ça, ils n'avaient rien. Pas de parachute, pas d'équipement, pas de corps. Il n'y avait aucune trace de Cooper. Juste 3 liasses de billets de 20 $ trouvés par un petit garçon et des milliers de nouvelles questions sans réponse. Malgré cela, le dossier est resté techniquement ouvert. Pendant des décennies, le FBI l'a gardé dans ses archives comme un cas actif mais froid. Mais en 2016, après avoir épuisé tous les angles, le FBI a finalement décidé de fermer officiellement l'affaire après 45 ans, la rangeant comme l'un des plus grands crimes non résolus de l'histoire américaine. Mais tandis que la piste avait peut-être refroidi, quelque part là-bas, quelqu'un était sur le point de tout exploser. Alors que les fédéraux avaient creusé encore et encore à la recherche d'indices qui pourraient enfin révéler qui était réellement DB Cooper, un autre gars derrière les coulisses menait également sa propre enquête. Dan Grider, un capitaine de ligne commerciale à la retraite avec plus de 24 000 heures de vol à son actif, est un YouTuber avec une chaîne sur laquelle il parle de pilotage d'avion et tout ce genre de choses. Ce n'était pas une surprise de savoir qu'il s'était intéressé à l'affaire DB Cooper, et pour une raison quelconque, il ne pouvait tout simplement pas laisser tomber, même après que le FBI avait abandonné. Il a passé des années à étudier les journaux de vol, les cartes de terrain, les vitesses du vent et les dossiers du FBI que la plupart des gens ne savaient même pas exister. Il a recréé des scénarios de saut, disséqué des modèles de parachute et repassé chaque dernier détail de l'évasion de Cooper. Pas pour les clics, pas pour la célébrité, mais parce qu'il croyait vraiment pouvoir résoudre l'énigme. Et en 2023, plus de 50 ans après le détournement infâme, Dan est tombé sur quelque chose qui allait vous faire dresser les cheveux sur la tête. Dan a suivi un pressentiment vers une unité de stockage poussiéreuse dans l'Utah. L'unité avait autrefois appartenu à une femme liée à la famille de Richard Floyd McCoy Jr., un nom qui avait flotté dans les cercles DB Cooper depuis des années, mais qui n'avait jamais vraiment collé. La plupart pensaient que c'était juste une autre impasse. Mais Dan avait trouvé quelque chose. Cela allait changer la trajectoire de ce que le FBI, tout le pays et même Dan pensaient savoir sur Cooper. À l'intérieur de cette unité oubliée, enterrée sous des cartons de livres et de souvenirs, Dan a trouvé un parachute. Et pas n'importe lequel, il correspondait exactement à la description de celui que Cooper avait demandé. Ce harnais était vieux, de style militaire, avec des modifications particulières qui correspondaient à des détails spécifiques des dossiers du FBI datant de 1971.
Mais c'est d'où venait le parachute qui a donné des frissons à Dan. L'unité avait un lien direct avec McCoy, l'homme qui, seulement 5 mois après l'acte de disparition de Cooper, avait détourné un avion utilisant exactement le même schéma. C'est à ce moment-là que Dan a su que les deux événements n'étaient pas coïncidents. Ce parachute était le seul objet qui liait deux crimes non résolus avec une précision choquante. Et soudain, McCoy n'était plus juste une note de bas de page, il était le favori. Parce que si ce parachute appartenait à Cooper et qu'il venait de McCoy, alors peut-être qu'ils étaient le même homme depuis le début. Ce que Dan a trouvé ensuite n'était pas juste un autre indice, c'était une vérité enterrée, cachée en pleine vue, avec le pouvoir de réécrire tout ce que nous pensions savoir sur le plus grand mystère de l'histoire américaine. Mais la pièce principale cachée en vue qui était cruciale pour tout le monde était de découvrir exactement qui était Richard Floyd McCoy. Qui était-il? Et pourquoi son nom continue d'apparaître dans des endroits étranges dans l'affaire D.B. Cooper? Si vous écriviez le CV de Richard McCoy Jr. sans contexte, vous penseriez probablement qu'il sortait tout droit d'un film patriotique de Noël. Né et élevé dans l'Utah, McCoy était un Mormon dévot, un vétéran décoré de la guerre du Vietnam et un pilote d'hélicoptère qui volait dans des zones de combat et revenait à la maison intact. Il était aussi un homme de famille, marié avec des enfants. Et au moment de son arrestation, il travaillait vers un diplôme de droit à l'université Brigham Young. Ses voisins le décrivaient comme poli, tranquille et profondément religieux. Pour tous ceux qui l'entouraient, McCoy ressemblait au rêve américain enveloppé dans un uniforme impeccable. Mais derrière cette image parfaite se cachait quelque chose que personne n'attendait. Parce que 5 mois après que D.B. Cooper avait disparu dans la légende, McCoy a fait exactement la même chose. Mais cette fois, c'était plus fort. Cela s'est passé le 7 avril 1972. McCoy a embarqué sur le vol United Airlines 855 à Denver, portant une mallette et habillé en costume d'affaires. Il n'a pas crié, il n'a pas paniqué. Tout comme Cooper, il a remis une note à une hôtesse de l'air et l'a calmement informé qu'il avait une bombe. Puis sont venues les exigences. 500 000 $ en liquide, 4 parachutes et un avion ravitaillé prêt à se diriger vers San Francisco. Ça vous semble familier? McCoy a exécuté le plan comme s'il l'avait étudié ligne par ligne. Après la livraison de la rançon, il a ordonné au pilote de redécoller et quelque part au-dessus de l'Utah, tout comme le fantôme avant lui, il a sauté. Le FBI était stupéfait. C'était du déjà-vu, mais avec plus d'argent, plus de précision et une grande différence. Cette fois, ils l'ont eu. McCoy a fait une grosse erreur. En fait, 2. Premièrement, il a laissé derrière lui une note manuscrite dans le cockpit, le genre de choses qui ne crie pas professionnel. Et deuxièmement, ses empreintes digitales sont apparues sur un verre d'eau servi pendant le vol. Le FBI a fait correspondre ces empreintes à McCoy en quelques jours. Ils l'ont retrouvé chez lui à Provo, Utah, où il était juste à la maison avec sa famille comme si rien ne s'était passé. Quand il a été arrêté, les questions affluèrent. Pourquoi un homme comme ça, un soldat, un mari, un étudiant, risquerait-il tout pour un crime si audacieux et dangereux? Et pourquoi son détournement ressemblait-il à une copie carbone de l'affaire Cooper? Les similitudes troublantes ont donné des frissons aux enquêteurs. Le même type de Boeing 727, le même échappé par parachute depuis l'escalier arrière, le même comportement calme, la même transmission de notes, même la formulation dans les 2 notes de détournement présentait des œuvrouchements étranges. Ça n'avait pas juste l'air similaire, ça donnait l'impression d'être scénarisé. Cela a amené beaucoup de gens à se demander si ce type était juste un imitateur du gars original, D.B. Cooper. Mais et si Richard McCoy n'avait pas seulement copié le style de D.B. Cooper? Et s'il était D.B. Cooper depuis le début? Cette question allait hanter les enquêteurs, alimenter les théories du complot et diviser les experts pendant des décennies. Pour le monde, Richard Floyd McCoy Jr. était un héros de guerre, un homme de foi, un homme aimant et un mari dévoué. Mais derrière les portes fermées, dans les murs étroits de sa maison en Utah, une tension différente pulsait tranquillement. Pas une tension de peur ou de confession, mais une tension de silence. Et le silence, comme nous l'avons appris dans des histoires comme celle-ci, ne signifie pas toujours qu'il n'y a rien à dire. Après avoir réussi à détourner le vol United 855 et avoir été capturé, Richard McCoy a été condamné à 45 ans de prison.
Mais 2 ans plus tard, lui et d'autres détenus du pénitencier en Pennsylvanie ont planifié une évasion et ont finalement pris un camion à ordures et se sont enfuis. Cependant, la chance a retourné, 3 mois plus tard, et ils ont été retrouvés. D'une manière ou d'une autre, Richard a mis sa main sur une arme et a commencé à tirer, ce qui a entraîné une fusillade entre lui et les agents du FBI, entraînant sa mort en 1974. Donc c'était une pensée folle de penser que le parachute qui aurait été utilisé par D.B. Cooper aurait pu être le même que dans l'entrepôt de Richard. Dan Grider le savait, et une fois qu'il a trouvé le parachute enfoui bien profondément dans une unité de stockage liée à la famille de McCoy, il ne voulait pas juste des réponses, il a commencé à tendre la main. Premièrement, aux enfants de McCoy. Emails, lettres, messages transmis par des contacts mutuels. Mais la réponse était toujours la même. Rien. Pas un mot. Même pas un nom poli. Juste le silence. Au début, Grider pensait que c'était de la résistance, mais avec le temps, il a réalisé que ce n'était pas de la colère ou du déni. Ça donnait l'impression qu'ils essayaient de protéger quelque chose. Ce n'étaient pas des gens essayant de cacher la vérité au monde. Ils essayaient de se protéger de ce que cela pourrait leur faire si jamais cela sortait. Et juste quand il semblait que ce mystère était aussi humain qu'il pouvait l'être, Grider a fait une autre découverte. Ce n'était pas seulement la famille qui cachait quelque chose, il y avait autre chose. Quelque chose enterré non pas dans un dossier, non pas dans un titre, mais dans un placard. Quelque part dans le grenier poussiéreux de la maison d'une grand-mère en Utah, une boîte a été tirée du fond d'un placard. Coincé derrière des décorations de Noël et des albums photos jaunis, se trouvait quelque chose qui n'avait pas sa place. Un paquet de toiles, vieux, patiné, attaché avec soin. Au début, personne n'y a pensé beaucoup, juste un vieux parachute, peut-être celui de leur grand-père. Mais Dan Grider savait mieux. Quand il l'a étalé et examiné les coutures, ses mains ont tremblé, non pas pour l'âge ou pour l'excitation, mais parce qu'il le reconnaissait. Il avait les mêmes sangles, les mêmes coutures fadées, le même rigage étrange. Le genre que le FBI avait discrètement noté en 1971, loqué dans des rapports que peu avaient jamais vus. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une correspondance, et ça a tout changé. Ce parachute n'était pas juste vieux, il n'était pas commun. Il était de style militaire, mais modifié. Un détail que seule une personne avec une connaissance approfondie de parachutisme aurait su comment faire. Et Richard McCoy n'était pas seulement familier avec les parachutes, il avait une passion pour eux. Il enseignait le parachutisme et effectuait ses propres sauts par centaines. L'homme aurait pu emballer un parachute les yeux bandés dans un orage. Mais voici la tournure. Ce parachute n'était pas perdu, il était caché, très consciemment et délibérément. Comme s'il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait le chercher. Dan Grider a brassé le parachute à des experts. Ils ont confirmé que les modifications correspondaient aux mêmes que listées dans les dossiers du FBI de 1971. Même clip de harnais inhabituel, même boucle de corde renforcée. Ce n'était pas une preuve, de moins légalement, mais c'était une preuve forte et étrange, impossible à ignorer. Après des décennies de silence, le FBI était sur le point de faire son retour dans l'affaire D.B. Cooper. Il a suffi d'une vidéo virale réalisée par Dan pour les remettre sur la bonne voie. Ces découvertes, en particulier le parachute, étaient trop importantes pour être ignorées. La réponse du FBI a été rapide. Il ne pouvait pas se permettre de laisser passer ce moment. Les vidéos de Grider avaient créé une tempête de buzz médiatique et de spéculation en ligne. Et tout était lié à une pièce du puzzle qui n'avait pas été considérée depuis des décennies. Le parachute n'était pas qu'une vieille relique, c'était quelque chose qui connectait une pièce critique du mystère. Le FBI a envoyé des agents pour récupérer le parachute des mains de Grider. Il a été soigneusement emballé et expédié à Quantico, où tous leurs efforts médico-légaux prendraient place. Vous vous souvenez de cette cravate que Cooper avait laissée derrière lui dans l'avion, celle qui avait été négligée pendant tant d'années? Eh bien, le FBI l'avait analysée dans le passé, mais il n'avait trouvé que des échantillons d'ADN partiels. L'idée avait toujours été de trouver une correspondance, mais il n'avait jamais eu une piste assez bonne jusqu'à maintenant. Le parachute n'était pas seulement une pièce du puzzle, c'était potentiellement la pièce finale. Maintenant, le plan était d'exhumer le corps de Richard pour prendre des échantillons d'ADN à comparer avec n'importe quelle preuve particulière qui avait été laissée derrière, comme le parachute ou sa cravate, avec des échantillons prélevés sur les enfants de McCoy. Quelque chose qui pourrait soit confirmer, soit finalement démystifier la théorie selon laquelle McCoy était D.B. Cooper. Mais personne ne sait comment ce plan s'est déroulé. Alors que les agents transportaient le parachute au laboratoire, la tension dans l'air était palpable.
Ce n'était plus une affaire non résolue, c'était une course contre la montre. Le FBI avait attendu 54 ans pour des preuves comme celle-ci, et maintenant, c'était maintenant ou jamais. Et pendant que le FBI préparait ses laboratoires et que les tests commençaient, tous les yeux étaient sur la seule question qui restait sans réponse. Richard McCoy Jr. était-il vraiment D.B. Cooper? La vérité a toujours été plus proche que quiconque ne l'avait réalisée, mais il a fallu une obsession implacable de la bonne personne pour enfin la mettre en lumière. Dan Grider avait passé des années à chasser des ombres, mais il ne s'est pas arrêté quand le parachute a fait surface. Il savait qu'il tenait quelque chose, et maintenant, il était temps de pousser encore plus. Après tout, la plus grande question dans le mystère D.B. Cooper avait toujours été l'identité de l'homme derrière le crime. Grider croyait que la clé pour répondre à cette question n'était pas cachée dans un dossier, elle était enterrée dans les cœurs de la famille de McCoy. Shanté et Rick McCoy III, les enfants de Richard McCoy, avaient vécu avec le poids d'un secret toute leur vie. L'histoire de leur père avait toujours été gardée sous clé. Pendant des années, ils ont nié les rumeurs qui circulaient sur le fait que leur père était D.B. Cooper. Mais Dan Grider n'allait pas laisser les murmures rester juste ça. Ce n'était pas facile de les atteindre. Ils avaient refusé de parler à qui que ce soit pendant des années, effrayés par le cirque médiatique et le fardeau qui viendrait avec une telle révélation. Mais Grider, implacable comme toujours, a trouvé un moyen. Il n'est pas venu avec des accusations. Au lieu de cela, il est venu avec une simple vérité. Les pièces sont trop nombreuses. Le monde est au point de savoir. Vous n'avez plus à vous cacher. Il a fallu des semaines d'appels téléphoniques, d'emails et de conversations avant qu'il finalement accepte de s'asseoir. Grider était prudent, il n'essayait pas de les mettre sous les projecteurs, il voulait juste la vérité. Et quand elle est venue de la manière la plus silencieuse, surtout parce que c'était Rick McCoy Jr. qui a révélé la choquante révélation. « Nous n'avons jamais voulu y croire », a admis Rick, sa voix tremblant d'émotion. « Mais plus nous regardions tout, c'est tout là, c'était Cooper, ça devait être lui. Ouais, on a toujours su que c'était lui. » L'une des raisons pour lesquelles ils ont également décidé d'en parler, c'est aussi parce que leur mère était décédée, donc c'était juste de le dire, parce que s'ils l'avaient fait pendant qu'elle était encore en vie, elle aurait pu être impliquée d'une manière ou d'une autre. C'était une confession qui a fait trembler la terre, une confession qui a immédiatement envoyé des ondes de choc à travers le monde en ligne. En quelques heures, la vidéo de Grider est devenue virale. La confession des enfants de McCoy était la confirmation que de millions attendaient. Et bien que certains aient été rapides à la jeter, le poids du moment ne pouvait être ignoré. Après des décennies de spéculation, la famille avait parlé. Le détourneur légendaire, D.B. Cooper, n'était plus un fantôme, il avait un nom, et ce nom était Richard Floyd McCoy Jr. Certains psychologues disent que le détournement de Cooper n'était pas seulement un crime, mais un acte de rébellion audacieuse contre un système qui écrasait les vétérans de retour du Vietnam. McCoy avait vu l'enfer, survécu à la guerre et était rentré chez lui pour se retrouver coincé dans une vie ordinaire avec des factures qui s'empilaient et des rêves qui s'évanouissaient. Peut-être que pour lui, sauter de cet avion n'était pas une évasion de la loi, c'était une évasion de tout. Mais voici ce qui rend toute cette histoire encore plus fascinante. Malgré toutes les preuves, tous les indices, toute la confession de sa famille, le FBI n'a toujours pas officiellement confirmé que Richard McCoy était D.B. Cooper. Les tests ADN sont en cours, les analyses médico-légales continuent, et jusqu'à ce qu'ils donnent leur verdict final, techniquement, le mystère reste non résolu. Mais posez-vous cette question. Combien de coïncidences faut-il avant que cela cesse d'être une coïncidence? Le même type d'avion, la même méthode, le même parachute, la même formation militaire, et maintenant ses propres enfants qui disent « oui, c'était lui ». Si ce n'est pas D.B. Cooper, alors qui d'autre cela pourrait-il être? Pendant 54 ans, D.B. Cooper est resté le fantôme parfait, insaisissable, intouchable, immortel. Mais les fantômes ne restent pas cachés pour toujours. Tôt ou tard, quelqu'un trouve la lumière, et cette fois, c'était Dan Grider qui l'a trouvé. Alors, qu'en pensez-vous? Richard McCoy était-il vraiment D.B. Cooper? Ou y a-t-il encore une pièce manquante dans ce puzzle vieux de plusieurs décennies? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a captivé autant qu'elle nous a captivés, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Les Célébrités du Monde et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives sur les plus grands mystères non résolus de notre temps. Parce que l'histoire ne s'arrête jamais, et nous non plus. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour une autre plongée profonde dans l'inconnu.